Imaginez un instant, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Tout est en train de s'effondrer, et au milieu de ce chaos, un homme écrit une lettre. Mais attention, ce n'est pas juste une lettre, c'est bien plus que ça. C'est une véritable quête de sens, une méditation sur ce qui nous raccroche à la vie, quand justement, tout le reste est en train de disparaître. Et cet homme, c'est Antoine de Saint-Exupéry. On est en 1943. Il est loin, très loin de sa France occupée. Lui, l'aviateur, celui qui est habitué aux grands espaces, aux horizons infinis, il se retrouve exilé, confronté à un vide, mais un vide bien plus immense, bien plus angoissant que celui du ciel ou même du désert. Et tout le cœur de sa réflexion, il est là, dans cette phrase. Elle oppose deux manières d'être, au fond. D'un côté, il y a le voyageur, celui qui part, oui, mais qui sait qu'il a un port d'attache, un endroit où revenir. Et de l'autre, il y a l'émigrant, celui qui a tout perdu, qui est devenu, comme il le dit, une plante sans racines. La différence est énorme. C'est toute la différence entre une absence et une perte. Alors, pour bien comprendre, il faut qu'on se transporte. On est à Lisbonne, en décembre 1940. Il faut s'imaginer l'ambiance. C'est une ville posée juste à la lisière d'un continent qui est à feu et à sang. C'est un point de passage obligé pour tous ceux qui fuient. Saint-Exupéry, il a cette formule incroyable pour décrire l'atmosphère de la ville. Il dit que Lisbonne joue au bonheur. Elle est pleine de lumière, elle brille de mille feux, comme si elle voulait défier la nuit qui a déjà tout avalé en Europe. Sauf que ce bonheur, on sent bien qu'il est fragile, presque désespéré. C'est un peu comme la tristesse d'une fête qui aurait lieu au bord d'un précipice. Et c'est là, justement, dans ce décor de paradis un peu factice, qu'il va observer les autres exilés. Et ce qu'il voit, ce sont comme des fantômes. Leur présence va le pousser à se poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait l'essence même d'une vie ? Et c'est là qu'il fait une distinction absolument cruciale. Pour lui, le voyageur, même s'il est à l'autre bout du monde, au Cap Horn, il est déjà en quelque sorte sur le chemin du retour. Il est tiré par des fils invisibles. Ses liens, ses amours, sa maison, tout ça l'attend. Mais l'émigrant, lui, c'est tout l'inverse. Il n'y a plus de maison vers laquelle revenir. Et c'est là que commence le vrai voyage. Un voyage qu'il qualifie de terrifiant parce que c'est un voyage hors de soi-même. Et cette perte, il va la voir s'incarner sous ses yeux, dans un lieu bien précis, le casino d'Estoril. Là, il observe des réfugiés, très riches, qui ont réussi à sauver leur argent, mais visiblement pas leur âme. Et que font-ils ? Ils miment leur vie d'avant. Ils jouent à être vivants. Les mots qu'il emploie pour les décrire sont saisissants, vraiment. Il les voit comme des survivants d'une espèce éteinte. C'est fort, non ? Il dit qu'ils jouent avec des monnaies qui n'ont peut-être même plus de valeur, qu'ils tirent des traites sur Sirius, une image poétique pour dire que leurs promesses sont basées sur du vide. En fait, le problème, ce n'est pas l'argent. Ce qui leur manque, c'est de la densité. Ils ont perdu ce poids, cette substance qui fait de quelqu'un un être humain, et pas juste un fantôme. Du coup, la question devient obsédante et elle est terrible. Si tout ce qui nous définissait, notre maison, nos amis, nos responsabilités, si tout ça disparaît, sur quoi est-ce qu'on peut bien se reconstruire ? Comment on fait ? Alors, pour trouver une réponse, il va faire quelque chose d'assez paradoxal. Il ne va pas la chercher dans la ville qui grouille de monde, non. Il va se tourner vers le souvenir d'un vide. Un vide apparent en tout cas, celui du désert du Sahara. Et c'est là qu'il nous livre une métaphore centrale, absolument magnifique. L'idée, c'est que nos vies ne sont pas définies par ce qu'on voit, par le matériel. Non, elles sont structurées par ce qu'il appelle des pôles de sens. Imaginez des sortes de points cardinaux invisibles, les amis, les souvenirs, les devoirs, qui nous tirent, qui nous orientent et qui donnent toute sa structure, sa musculature à notre monde intérieur. Le désert, justement, c'est l'exemple parfait. En apparence, c'est le vide, le néant. Mais en réalité, c'est un véritable champ de force. Une étoile dans le ciel, un puits même asséché, le souvenir d'un ami qui est à des milliers de kilomètres, tout ça devient un pôle qui aimante l'espace. Le désert nous apprend une chose essentielle. L'être humain est d'abord gouverné par l'esprit, par l'invisible. Et ça va loin, parce que même le silence dans le désert n'est pas juste du silence. Il y a des tas de silences différents. Il y a le silence de la paix, celui de midi quand tout s'arrête, le silence tendu de l'attente, ou encore le silence si particulier du souvenir. Bref, le vide est en fait plein de sens. Bon, d'accord, mais alors c'est quoi cet essentiel ? Comment on le touche du doigt ? Eh bien, Saint-Exupéry va nous le montrer, pas avec de grandes théories, mais à travers deux histoires, deux souvenirs qu'il appelle des miracles. Des moments qui, en apparence, ne sont rien, mais qui en réalité contiennent tout. Le premier miracle nous ramène avant la guerre. L'ambiance est totalement différente. On est sur les bords de la Saône, c'est un déjeuner tout simple, un verre de pastis partagé avec des amis et deux mariniers qui passaient par là, invités à l'improviste. Une scène de vie, toute bête.
Et pourtant, dans ce moment-là, il ressent une certitude absolue. C'est comme si toute l'histoire de l'humanité, depuis la création de l'univers jusqu'à ce rayon de soleil précis, avait travaillé pour aboutir à cet instant. Juste cet instant parfait, de partage simple. C'était, pour lui, le goût d'une civilisation à son apogée. Et puis, il y a le second miracle. Et là, on change radicalement de décor et d'ambiance. On est pendant la guerre civile espagnole. Saint-Exupéry est là comme journaliste et il se fait arrêter par des miliciens anarchistes. La situation est critique. C'est une question de vie ou de mort. La tension est à couper au couteau. Il est là, face à des hommes qui ne le regardent même pas comme une personne. Pour eux, il n'est qu'une étiquette, un ennemi potentiel, un symptôme de quelque chose. Il n'y a aucun dialogue, juste l'ennui, l'absurdité de la situation et cette menace silencieuse de la mort qui plane. Et alors que tout semble perdu, il fait un geste minuscule, presque désespéré. Il cherche ses cigarettes, il en tend une à son geôlier et il esquisse un sourire. Et là, le miracle. Le garde, à sa grande surprise, lui sourit en retour. Un simple sourire, mais ce sourire va tout changer. C'est comme un lever de soleil en pleine nuit. Et attention, c'est ça qui est crucial. Le sourire n'a pas résolu le problème. Il n'a pas changé les faits. Il a fait bien plus. Il a effacé le drame. En une seconde, la réalité a changé de substance. Le garde n'est plus une fonction, un anarchiste, il redevient un homme. La cave n'est plus un tombeau, c'est un lieu où deux hommes partagent une cigarette. C'est l'humanité qui vient de triompher de l'idéologie. Ces deux histoires, ces deux sourires, l'un dans la paix la plus totale, l'autre au bord de la mort, révèlent en fait exactement la même chose. Une vérité fondamentale sur ce qui nous construit, sur ce qui fait de nous des êtres humains. Pour Saint-Exupéry, c'est clair. Une civilisation, une vraie, ça ne se bâtit pas sur des théories, sur des systèmes politiques rigides, non. Ça naît d'abord dans le cœur des gens. Ça part d'un simple désir de chaleur humaine. Et son but ultime, ce qui permet de savoir si elle vaut quelque chose, c'est une seule chose, le respect de l'homme. Et c'est seulement à la toute fin qu'on comprend où voulait en venir Saint-Exupéry. Parce que toute cette longue réflexion, ce n'était pas juste une méditation abstraite, non, elle était pour quelqu'un. Toute cette lettre, elle est en fait écrite pour une seule personne. Son ami, Léon Werth. Un ami de 50 ans qui est resté en France, qui est malade, qui est juif, bref, qui est un otage en plein territoire occupé. Et cet ami, pour Saint-Exupéry, il est devenu l'incarnation vivante de ces fameux pôles de sens. C'est le phare qui continue de l'orienter dans la nuit noire de l'exil. Et du coup, le combat pour la liberté, ce n'est plus une grande idée abstraite, ça devient quelque chose de très concret. C'est le combat pour la survie de cet ami. C'est se battre pour que, un jour, des sourires comme celui partagé sur la Saône, ou même celui échangé dans cette cave en Espagne, redeviennent possibles. C'est l'amitié qui devient la raison ultime de se battre. Au final, Saint-Exupéry nous laisse avec cette question, qui résonne encore aujourd'hui. Dans une vie, au milieu de tout le bruit, de toute la confusion, quels sont-ils ces fameux pôles essentiels ? Ces liens invisibles, ces souvenirs, ces amitiés qui donnent à notre monde sa substance, sa direction, et qui en fin de compte sont peut-être la seule chose qui nous sauve vraiment du vide.